Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de Adel. Le passage bifurqua. Il pointa sa lance à l'oblique, prêt à empaler la première chose poilue qui bondirait pour le dévorer. La galerie aboutit soudain dans un espace aux larges dimensions de forme concave. Il brandit la torche au-dessus de sa tête pour éclairer les lieux. Des fresques ornaient les parois. Des débris de bois sculptés et peints se détachaient de l'ombre un peu partout. À sa droite, des pierres entassées avec soin formaient un petit monticule surmonté d'une gravure à peine discernable. Il s'avança un peu plus. La gravure ne représentait autre chose que le masque, celui de la tribu des Luricanan. Quelque chose sonnait de travers dans cette pièce. Il n'y avait pas la moindre trace de Tzonokwa. Il s'était attendu à trouver un tas d'ossements. Il s'était attendu à sentir cette odeur de fauve qui était généralement un mélange nauséabond de pelage et de viande crue avariée. Mais il n'y avait dans cette grotte qu'une odeur de renfermé et de bois moisi. Mais soudain, il aperçut quelque chose au fond. Son cœur tressaillit. Il s'approcha. Une forme recouverte. Il s'approcha encore. Et c'est là qu'il découvrit le squelette d'une femme enveloppée dans une couverture. Les cheveux blancs pendaient du crâne, tels des fils de soie desséchés. Mais cette femme n'avait pas été dévorée. On eût plutôt dit qu'elle était morte en dormant. C'était bien, à n'en pas douter, le squelette d'une femme. Des bras désarticulés dépassaient de la couverture et sa tête donnait l'impression qu'elle était en train de dormir. Endormie paisiblement, endormie pour l'éternité. Il jeta un regard sur le monticule de pierre et sur les morceaux de bois qui ressemblaient à des masques. Mais où se trouvait-il? Que s'était-il passé en cet endroit au fin fond des montagnes? Vers quelle sorte de piège l'avait conduit celui qui scrute les âmes? Quand tu auras triomphé de ta peur, alors seulement tu pourras triompher de la vérité. Contre les parois, au niveau du sol, il aperçut des bols en poterie qui ressemblaient à ceux dont le vieil indien se servait pour éclairer sa grotte. Il s'approcha de l'un d'eux. Une odeur de vieille huile animale en montait. C'était bien ce qu'il croyait. Il en fit le tour et les alluma une à une. Le feu crépita dans les bols, et la grotte émergea de l'ombre. Soudain, les fresques sur les parois l'inondèrent d'images. Son regard écarquillé allait d'un dessin à l'autre, et son cœur battait fort, mais non de peur cette fois. Il put également discerner les formes ovales en bois éparpillées sur le sol. C'étaient des masques inachevés. Certains souriaient ou se moquaient, d'autres affichaient de l'étonnement et de la fureur. Son regard se reporta à nouveau sur la gravure au-dessus du monticule de pierre. Le masque de l'ancêtre. Et soudain, il comprit. Et en cette grotte creusée au fin fond du mont des origines, Spectre d'Aigle fut saisi d'un rire hystérique. Il jeta la torche et alla se coller contre les parois, ne pouvant plus contenir ce débordement fiévreux qui le possédait. Un rire hystérique qui se répercuta tel un hurlement le long de la grotte, tandis que le refrain ne voulait plus disparaître de sa tête. Tout d'abord je fus martyr, brandissant fièrement ma souffrance, puis je fus comique, raillant toutes les valeurs avec insouciance, mais voilà déjà que je me sens muet et sortir du cocon. Sculpteur de masques, tel sera l'un de mes noms. Effectivement, donc, le personnage Spectre d'Aigle, avant qu'il ne devienne sculpteur de masques, vainc la peur et se rend dans une grotte dont tout le monde pense qu'elle est le repère d'ogresse, disons dangereuse. Il s'agit là donc d'un passage important, le passage où le futur sculpteur de masques découvre donc la vérité. Nous sommes, chers auditeurs, avec l'auteur donc de ce passage qu'il vient de nous lire, passage emprunté à Sculpteur de masques, et l'auteur c'est Mohamed Harmel, donc, qui parle pour la deuxième semaine consécutive de son roman Sculpteur de masques, publié par Berg Éditions en 2013. Dans ce passage, il y a des fresques, des débris de bois sculptés ou peints. Il y a ces espèces de bols. Donc, nous sommes dans un monde qui est le monde de l'art, finalement. Et le roman lui-même s'intitule Sculpteur de masques. Le titre même, disant, est une référence très nette à l'art.
On peut lire le roman comme une méditation sur l'art, sur ce qu'est l'art, ce qu'est sa fonction, etc. Puisque le personnage, finalement, devient sculpteur de masques et crée cette espèce de chef-d'œuvre qui est le masque, sans avoir fait d'études, en quelque sorte, sans avoir en tout cas été initié à cette technique. Est-ce qu'on peut dire que le roman est aussi, entre autres choses, vous avez dit la semaine dernière que bon, c'est un roman qui a N dimensions. Est-ce qu'une de ces dimensions, ce n'est pas une de ces dimensions essentielles, ce n'est pas une réflexion sur l'art? Tout à fait, c'est une réflexion sur l'art. Le thème sculpter, c'est pas seulement sculpter directement dans la pierre. Évidemment, c'est aussi, par exemple, ça nous fait directement référence, dans la tête à Michel-Ange qui sculptait directement sur le bois. Il y a aussi des reportages avec Michel-Ange qui sculpte dans le bois avec du sang qui descend de ses mains. Mais la sculpture, ça joue sur plusieurs dimensions. La sculpture, c'est aussi la peinture, c'est l'écriture, comme dit Nietzsche aussi, la sculpture de soi-même, la sculpture de soi. Alors le rapport avec la création artistique, il y a un rapport. Les masques jouent ce rôle-là. C'est le masque qui pourrait nous renvoyer à l'œuvre artistique. Alors, la difficulté d'aller vers cette étape de sculpter son propre masque et comment se détacher du masque dominant de la tribu. Tout cela constitue un questionnement qui est propre à la création artistique. Parce que tout commence à la base, disons, de choses qui nous submergent de toutes parts. C'est-à-dire des institutions dans lesquelles on est à fond, des normes, des codes sociaux, des œuvres artistiques qui nous submergent, qui sont dominantes et qui prennent valeur de référence. Et la création artistique, elle vient dans cette tension libératrice de tout ce qui est aussi libératrice, mais aussi de tension, tension libératrice, mais aussi qui n'arrive pas parfois à se détacher de tout ce qui nous a forgé. Mm-hmm. Donc c'est une tension entre tout ce qui nous constitue et ce qu'on cherche à dépasser dans... Et le masque, d'ailleurs, il est rêvé à un certain moment comme un masque aux traits mouvants. Comme un masque qui finalement ne devrait pas se figer, quoi. Tout à fait, le mouvement. Alors il y aurait deux dimensions en fait. Il y aurait deux choses importantes qu'on pourrait dire à propos du mouvement. L'aspect dynamique de l'existence et de la vie. Et l'œuvre d'art, comme c'est aussi une interprétation de l'existence, elle devrait traduire ce mouvement. C'est-à-dire c'est une œuvre qui se fait toujours en mouvement. On ne peut pas mourir dans une œuvre. Chaque œuvre annonce d'autres œuvres à venir. Et la fixation dans une œuvre ou dans des idées ou dans une influence, ça annonce aussi une rigidité, une forme de microfascisme ou de dictature ou de bêtise aussi ou de manque d'évolution. Mais je voudrais aussi citer aussi autre chose, une citation de Deleuze. Alors, dans Différence et répétition, il y a ce paragraphe qui est vraiment extraordinaire. Il s'agit au contraire de produire dans l'œuvre un mouvement capable d'émouvoir en dehors de toute représentation. Il s'agit de faire du mouvement lui-même une œuvre, sans interposition, de substituer aux signes directs des signes directs à des représentations médiates, d'inventer des vibrations, des rotations, des tournoiements, des gravitations, des danses ou des sauts qui atteignent directement l'esprit. Et j'ai essayé de travailler sur ça, c'est-à-dire le mouvement, les gravitations, les forces de mouvement. Par exemple, il y a un moment où, dans la fabrication du masque, on dirait qu'il y a un tourbillon qui se crée, il y a aussi des interactions entre plusieurs forces qui sont attirées vers le masque ou qui peuvent sortir du masque. Il y a aussi un moment où il y a la danse de la solitude qui est une sorte de tourbillon aussi qu'on fait sur nous-mêmes. Oui. Et c'est une dimension de force, une dimension énergétique qui crée de la sensation et de l'intensité. Oui, c'est aussi cela. Le personnage, quand il se heurte à l'incompréhension de sa tribu, se met à danser. Oui. Dans la dernière partie, quand il revient, la danse aussi joue un certain rôle, en fait. La danse de la solitude. Oui.
Je voulais également vous demander, donc, à propos de l'écriture, vous avez dit que ça vous a pris 7 ans, bon, avec des périodes où vous ne faisiez pas cela. Est-ce que cela signifie que vous avez réécrit le roman, qu'il n'est pas venu d'un seul jet, quoi, que Oui, vous oui, avez oui, dû, tout à fait. Il y a un travail d'écriture, de réécriture, de remise en question. Je peux utiliser le terme bricolage au fur et à mesure parce que j'ai appris l'écriture au en fur et à écrivant, mesure, quoi, en oui. écrivant, Oui, tout à oui. fait. L'écriture littéraire, en fait, l'écriture d'un roman, quoi. Exactement. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous avez eu tendance, parce qu'on remarque globalement que bon, le style est incisif, il est fait surtout de phrases courtes, il y a beaucoup de dialogues, etc. C'est quelque chose que vous avez trouvé au fur et à mesure en écrivant, ou vous aviez déjà envie d'écrire ainsi? Le style, ça a toujours été un questionnement au fur et à mesure de mon écriture. Parce que, par exemple, au début, à un certain moment, quand je faisais des recherches sur les lieux, je voulais décrire des lieux, je me suis rendu compte que c'était un peu chargé, j'ai essayé d'alléger, j'ai essayé de voir, j'ai découvert entre-temps une sorte de pop littérature et comment un style léger pouvait aussi exprimer plus d'intensité. Donc, pour moi, le style, c'était vraiment un questionnement perpétuel. Comment faire léger, comment ne pas faire lourd, comment avoir la dose qu'il faut. Et il y a aussi l'apport de l'architecture parce que, par exemple, quand on fait quelque chose, instinctivement, on a tendance à se l'approprier, à s'y attacher. Alors que dans l'architecture, par exemple, déjà, il y a tout un processus qui passe de l'esquisse, et l'esquisse, c'est plusieurs cales qui se superposent. Et à la conception, et même pendant la conception, il faut être prêt à enlever tout un plan, tout un projet et de recommencer à nouveau. Donc il y a tout ce travail, parce que par exemple, moi j'ai écrit une partie, je l'aime bien, je suis impitoyable avec moi-même, il faut enlever des paragraphes, c'est du montage aussi. Et comme le cinéma, c'est tout un travail pour arriver à un résultat. Donc sur ce plan-là, il y a un rapport entre l'écriture romanesque et l'architecture. Oui, tout à Donc, fait. Vous n'êtes pas totalement dépaysé quand vous... Je veux dire que Oui. je me suis inspiré de la méthode un petit peu que j'ai apprise pour pouvoir... c'est-à-dire qu'au début, j'écrivais des textes qui duraient 2 pages, quoi. Ou bien 1 page, ou bien... Mais après, quand j'ai voulu mener un projet jusqu'à bout, je me suis inspiré un petit peu de la méthode qu'on faisait pour les projets. Comment aller du début jusqu'à la fin. Et ça m'a aidé indirectement pour pouvoir travailler sur ce projet, parce que le roman, c'est un projet. C'est comme au cinéma, il y a le montage aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est une élaboration, quoi, des choses qui s'attachent les unes aux autres. Je dirais autre chose, j'ajouterais autre chose, c'est un petit peu, bon, comment on dit, artisanal, ce que j'ai fait au début, mais là, bon, j'essaie de passer. J'avais du mal à être rapide quand j'écrivais sur ordinateur, ce que je faisais, et en même temps, c'était un peu positif, parce que j'écrivais sur le papier, et après, je réécrivais sur l'ordinateur, je réimprimais, je regardais les fautes, j'enlevais des trucs, et après je réécrivais sur l'ordinateur. Donc il y a un travail de couche. Mais le premier jet, c'est quand même sur le papier. Avec ce livre-là, les premières parties, le premier jet, c'était sur le papier, oui. Je voulais aussi vous poser une question. Bon, il y a une curiosité, enfin quelque chose qui est curieux dans le livre, bon, mais qui peut-être est dû aussi à son aspect un peu initiatique. Il y a souvent une triade, il y a souvent le chiffre 3 qui revient. Par exemple, dans le rêve que fait le personnage, bon, il y a 3 personnages en quelque sorte dont il rêve, et qui sont bien sûr, qui seront expliqués par la suite par le sage qu'il va rencontrer sur la montagne, donc de l'origine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle dans le texte. Et il y a aussi les 3 personnages qu'il rencontre, le loup, donc, qui est le totem de la tribu, le fantôme, donc, et puis ce sage indien, etc. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'il passe par 3 étapes. Je sais pas, par exemple, il y a la rupture. Donc il y a l'essai d'intégration dans la tribu, puis la rupture, et puis après le retour. Oui. Bon, etc., etc. On a l'impression que bon, tout est fait en phase,
en une série de... Et j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le chiffre 3 joue un rôle important. Pourquoi? Enfin, vous en êtes conscient ou... Oui. Je me suis posé, à un certain moment, je me suis posé la question, il y a des choses qui sont posées, parce que les trois métamorphoses s'inspirent des trois métamorphoses de Nietzsche. Bien sûr. Et aussi, j'ai trouvé que arranger les chapitres à un certain moment, je voulais d'ailleurs même Et à l'intérieur des parties, aussi, absolument. mais après j'ai abandonné. Chaque partie la divisée en trois. Et après, je trouvais que c'était restrictif. En fait, c'était un idéal d'ordre, un petit peu de proportion. Je trouvais que le fait de diviser que le chiffre, tout en chiffre 3, de faire des parties bien distinctes, 3 parties, chaque partie divisée en 3 parties, ça rentrait un petit peu dans l'architecture de l'œuvre, quoi, dans le montage. Effectivement, c'est un livre qui est très bien construit. On voit bien qu'il y a un souci de construction et le souci de mener en même temps plusieurs fils, je dirais, ce que vous avez appelé les dimensions. Il nous reste quelques minutes, je voudrais vous poser une question sur l'avenir, donc après ce livre. Continuez-vous à écrire d'abord et quels sont vos projets? Alors, en fait, il y a déjà le projet d'un nouveau roman qui est encore en construction, qui est dans ma tête, qui est en plan, mais je n'ai pas encore commencé vraiment à m'atteler à la tâche, avec de nouvelles approches aussi, mais avec des questionnements par rapport à l'ancien. Je dirais aussi que des questionnements aussi par rapport à la mise en contexte, comment est-ce qu'il sera complètement en rupture avec le contexte, ou est-ce qu'il fera référence à notre contexte, mais d'une manière particulière. Moi, par exemple, ma critique que je fais, qui est constructive pour moi, est le fait, quand on représente de manière comme si on représentait le réel, quand on représente tout le temps des choses belles de Tunis, et qui jouent un rôle important, bien sûr, pour montrer qu'on a une belle Tunisie et tout, quand on représente la Sidi Bou Saïd ou la Médina et tout. Moi, ce que je pourrais reprocher, c'est le fait de la manière de les interpréter. On pourrait jouer sur ça, parce que l'imagination nous donne plusieurs possibilités. On pourrait jouer sur le lieu, sur le temps, sur les déformations. Donc peut-être que le prochain bouquin, il sera ancré dans un lieu qui fera référence à notre Tunisie. Pour des projets, j'ai des projets qui sont dans ma tête, mais que je désirais peut-être intégrer dans des librairies, des projets de conférences ou d'articles sur la littérature et la philosophie, sur des concepts, sur des écrivains qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, et même pour le cinéma d'horreur fantastique, c'est des écrivains qui paraissent pop, qui ne sont pas dans les vraiment... Stephen King, des choses comme ça. Stephen King, les films fantastiques, les rapports avec les films fantastiques, les films d'horreur. Murakami, la littérature de Haruki Murakami aussi. Et il y a tout un rapport de structure sur lequel je désire travailler sur certains concepts. Donc plutôt dans le genre essai à ce moment-là, une réflexion sur les œuvres des autres. Peut-être un essai ou des articles ou des conférences, je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place, avec quelle relation, comment ça va se concrétiser, mais ça joue dans ma tête. Une dernière question, et la poésie, ça ne vous a jamais tenté ou si? La poésie, ça m'a tenté de manière ponctuelle. D'ailleurs, quand j'écrivais ce roman, il m'arrivait de composer des poèmes, et qui étaient en rapport avec l'Indien, et qui m'aidaient aussi à faire une ébauche. Un petit peu quand j'avais une scène en tête que j'écrivais pas encore, je faisais un poème pour pouvoir un petit peu... Mais j'ai fait, pendant l'écriture de ce roman, j'ai écrit des poèmes. J'ai écrit un petit recueil. En rapport donc avec le roman. Parfois en rapport, mais oui, avec des concepts, comme les concepts de la danse. Il y a un poème qui s'intitule La danse de l'abîme, avant d'écrire La danse de la solitude dans le roman. Il y a un poème qui s'intitule La danse de la solitude aussi, que j'ai lu lors de la remise des prix je me souviens, des Comars d'Or. Et ça m'a ponctuellement, de manière ponctuelle. Merci à Mohamed Harm qui était notre invité pour la deuxième semaine consécutive pour nous parler de son roman Sculpteur de masques, donc publié par Berg Éditions en 2013. Une chanson en quelques mots. Longtemps rêvé de vous parler, chérie, bien avant de vous connaître. Je vous avais vu brillante au fond des nuits de tous mes rêves champêtres. Ou dans la campagne comme aujourd'hui, oui mais j'ai perdu la tête. Ma chanson commence quand elle finit, le grand amour me rend bête.
Vous êtes joli, mon petit oiseau. Près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui court et les fraîches eaux n'ont pas votre voix. Vous riez mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux, que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux. Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. J'inventais pour vous des mots et des chansons, bien avant de vous connaître. Je vous les disais souvent dans les buissons, ou le soir à la fenêtre. Mais tous ces grands airs, ces opéras, aujourd'hui je les oublie. Et cette chanson s'arrête là, parce que vous êtes jolie. Vous êtes jolie, mon petit oiseau. Près de vous les fleurs ne sont pas si belles. La source qui court et les fraîches eaux n'ont pas votre voix, vous riez bien mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux, que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux. Vous êtes pour moi la petite fée, le petit oiseau de mon cœur qui vous aime. Vous êtes joli, mon petit oiseau. Vous êtes joli, mon petit oiseau bleu. Vous êtes joli, Charles Trenet. Écrite et mise en musique par Charles Trenet, qui en est l'interprète aussi. Vous êtes jolie est une chanson légère aux paroles bien convenues, évoquant une beauté supérieure à ce qu'il y a de plus beau dans la nature, une beauté indicible, tellement éclatante qu'elle impose le silence. Mais la mélodie rapide et rythmée est entraînante, et l'entrain de Trenet compense ce que le texte a d'ordinaire. Dans le panier du glaneur. Dans le panier du glaneur, cette phrase du chinois Wang Chung, « La littérature doit être aisée à comprendre et difficile à écrire, non difficile à comprendre et aisée à écrire. La littérature doit être aisée à comprendre et difficile à écrire, non difficile à comprendre et aisée à écrire. » Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de ADEL.